La vague d'attentats qui s'est abattue sur Paris pose quelques interrogations. Pendant que les moutons continuent à être Charlie, et se faire manipuler comme des enfants attardés, afin d'instrumentaliser les musulmans et les faire passer pour des méchants, autrement dit, diaboliser insidieusement l'islam, et, en parallèle, se battre contre un ennemi fabriqué de toutes pièces, tout cela dans le seul but d'affaiblir tout le monde, et instaurer le gouvernement mondial bien tranquillement. Bref, nous allons énumérer ici les faits qui nous font dire que la thèse officielle de ces attentats de Paris, encore une fois, ne tient pas la route. Et qu'il sera formellement interdit de dire que ces attentats sont attribués à toutes ces conneries de Daesh et État islamique à la con. Il est courant de qualifier de complotistes les articles qui dérangent et qui sont reproduits par des sites internet de toute obédience. Je ne fais que relater les faits, et il faut vraiment être de mauvaise foi, voire être une sous-merde inférieure, pour ne pas voir la supercherie de ces attentats. Toutefois, il y a deux petites précisions. Au vu des faits, et les profils des soi-disant terroristes, est-ce que le stratagème des migrants, pour infiltrer ce que l'on sait, n'était tout simplement pas un leurre? En attendant, ce qui est sûr et certain, même si l'un des passeports s'est avéré un faux, le coup du passeport magique serait aussi une fausse piste. En résumé, il était obligatoire qu'on puisse le retrouver, compte tenu des conséquences des attentats. Nous allons le voir tout à l'heure. Mais je vous rassure tout de suite, cela n'enlève rien à l'idée qu'il est toujours aussi inconcevable qu'un terroriste puisse le prendre sur lui et qu'on le retrouve sur les lieux, afin qu'on puisse remonter volontairement à ses éventuels complices, voire même toute leur planque avec leur arsenal. Déjà pour commencer, une chose simple, qu'aucun média n'a osé relever, rappelons quand même que l'État français a remis les frontières le jour des attentats, déployant ainsi 30 000 policiers, lesquels ont été mobilisés pour cette opération de contrôle aux frontières, devant durer un mois, dans le cadre de la conférence de Paris sur le climat, appelée COP21. Aujourd'hui, nous avons montré que notre pays était capable de s'engager pleinement pour la conférence sur le climat, la COP21. C'est sûrement la conférence la plus importante que notre pays a reçue. La salle où l'accord devrait être signé fait office de symbole. Elle est donc sous surveillance écologique, comme toute la conférence. Économie d'énergie, gestion des déchets ou des déplacements, la France doit être exemplaire. Cette allée, rebaptisée Avenue des Champs-Élysées, sera sous haute surveillance quand des dizaines de chefs d'État fouleront le pavé pour donner le coup d'envoi de la conférence dans un mois jour pour jour. Après les attentats le même jour, cette fermeture des frontières se trouve prolongée avec l'état d'urgence décrété le jour même des attentats, vendredi 13 novembre 2015, et toujours le même, Bernard Cazeneuve, est présenté le matin même le nouveau plan armes du gouvernement visant à renforcer le contrôle des armes et des identités aux frontières sur le territoire national et européen. Bernard Cazeneuve tiendra un discours pour présenter ce nouveau plan armes à Nanterre, le matin du vendredi 13 novembre 2015, quelques heures avant les attentats. Ces nouvelles mesures étaient critiquées, car jugées trop fascisantes, mais avec les attentats du même jour, hop, celles-ci seront bientôt votées comme une lettre à la poste. Un jour avant les attentats, le 12 novembre, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, rattaché au ministère de l'Intérieur, publiait un rapport selon lequel le terrorisme était devenu la seconde préoccupation des Français après le chômage. Et pour finir, un exercice simulant des attentats a été conduit le matin même de l'attaque par les services d'urgence hospitaliers, sous le contrôle des ministères de l'Intérieur et de la Défense. Le hasard a fait, pour vous dire, c'est que le matin, au SAMU de Paris, avait été organisé un exercice sur des attentats multisites. Donc on était préparés. Depuis le mois de janvier, nous avons repensé les plans de secours. Pour vous dire, vendredi matin, l'assistance publique hôpitaux de Paris a organisé un exercice avec les SAMU sur ce type même d'attentat. Nostradamus à côté, c'est un drôle de tocard, hein. Il devrait ouvrir un cabinet de voyance, il se ferait des couilles en or. C'est un hasard effroyable qui a fait, mais oui, c'est un hasard effroyable qui a fait que le soir même, c'était, voilà, un hasard effroyable. Mais c'est pour vous dire que les professionnels, pas seulement les urgentistes, les réanimateurs, les anesthésistes réanimateurs, les chirurgiens, nous avons tous réfléchi et analysé de savoir comment est-ce qu'on pouvait le mieux se préparer à ce type de guerre, à ce type d'attentat. Le matin même, le SAMU avait organisé un exercice sur des attentats multisites. Est-ce que vous étiez quand même prêt à l'importance de ces attentats? Marina, c'est quelque chose qui
lorsqu'on l'évoque maintenant, paraît irréel. Depuis plusieurs semaines, nous travaillons, depuis la rentrée, des scénarios. Parmi les demandes que nous avions eues de nous préparer, eh bien, il y avait la demande de fusillades multiples sites dans Paris. Et le vendredi matin, à 10h du matin, nous avions préparé avec les 8 SAMU et la brigade des sapeurs-pompiers, conjointement avec nos relations vidéo, nos ordinateurs, une simulation de pratiquement ce qui s'est passé le soir même. Ça veut dire quoi? Qu'on savait, on vous alertait parce qu'on pensait qu'il pouvait y avoir une fusillade? Cette hypothèse était considérée comme une hypothèse parfaitement plausible. Et donc, on nous avait demandé clairement de nous préparer à ce type de situation. C'est ce que nous avons fait depuis de nombreux mois. Nous savions qu'il y avait des victimes potentielles par arme à feu, qu'il y avait aussi la nécessité de pouvoir réagir à plusieurs endroits. Ce n'est pas simple, parce que vous l'avez bien compris, il s'agit là d'un phénomène évolutif. Il y a à un endroit des blessés graves, à un autre endroit des blessés graves ensuite. Donc nous avons répété à l'exercice la répartition des SAMU et des pompiers sur ces sites pour essayer de garantir à toutes les victimes, quel que soit le moment où cela se produit, et quel que soit l'endroit où cela se produit, la possibilité d'une prise en charge médicale sur le terrain. Et donc c'est ça qu'on a fait le matin. Et quelques heures après, alors qu'on était encore en train d'analyser tous les points qu'on pouvait mettre en place, eh bien, on a eu à gérer cette situation. Et dans cet exercice, il y avait aussi les représentants de nombreux services hospitaliers qui, le soir même, ont accueilli les victimes. Donc l'effet de surprise était bien sûr important, mais la préparation avait été proche et très récente dans l'esprit de tout le monde. Cette soirée, en fait, elle a commencé le matin. Commencé le matin parce que le matin, nous répétions l'exercice, exactement le scénario qui s'est produit le soir. Eh ben, faut être drôlement balèze, c'est moi qui vous le dis. Attendez, le matin, vous aviez un exercice en conditions réelles au cas où il y a un attentat. Alors, à 10h du matin, donc, l'ensemble des 8 SAMU de la région Île-de-France, nous sommes 8 SAMU de notre région, eh bien, on avait un exercice avec des ordinateurs, des coups de téléphone, des listes de blessés, des éléments, exactement le travail que nous avons eu à faire pour répartir les victimes dans les hôpitaux et répartir nos forces sur divers sites qui apparaissaient progressivement. Et vous ne pouviez pas imaginer que le soir même, ça arriverait mais en conditions réelles. Alors ça vous a énormément servi ou pas ce que vous avez fait? Bien sûr, ça a servi énormément à l'ensemble de nos collègues parce que on était directement dans le bain. Et c'est donc quelque chose que l'on a fait à plusieurs reprises. On s'est entraîné à soigner les gens blessés par les balles, ce qui nécessite une technique de soin qui n'est pas une technique civile, comme vous comprenez bien. On a fait ça, et puis ce jour-là, on avait la partie qui était la partie organisationnelle, c'est-à-dire à partir des bilans des victimes, à partir du nombre des victimes, à partir des sites où ça se produisait, les répartir dans les hôpitaux, et mieux nous coordonner entre nous, médecins, pompiers, police, pour agir comme ça. Donc voilà, la journée elle démence comme ça. Et à 10h du matin, donc, c'est un exercice qui est inopiné, c'est-à-dire qu'il y a très peu de gens prévenus. Eh bien, on téléphone dans les hôpitaux, on dit est-ce que vous pouvez prendre des blessés graves, combien vous pouvez en prendre, à quel moment, est-ce que vous avez les équipes, est-ce que vous devez rappeler du personnel. Vous estimez que, par exemple, il n'y a pas eu d'encombrement dans les hôpitaux, parce que justement, le matin même, vous vous êtes rendu compte qu'il fallait répartir le plus équitablement possible les blessés. Un certain nombre de, je veux dire, c'était pas encore des leçons, mais de constatations, bien vont être appliqués dès le soir même, parce que ceux qui étaient le matin à l'exercice, une grande partie de ceux-là vont se retrouver sur le terrain et à la régulation médicale du SAMU. On a préparé nos équipes avec des gens qui savent faire. On n'invente pas tout. Avec des médecins militaires qui sont en Afghanistan. Avec l'expérience de nos collègues dans d'autres pays. Israël, l'Espagne, l'Angleterre, où il y avait eu ce type d'attentat. Eh ben, faut être drôlement balèze, c'est moi qui vous le dis. Et donc, on a préparé la technique médicale et l'organisation. Et on s'est préparé à ça avec énormément de sérieux, beaucoup d'implications. Évidemment, vous ne le savez pas, évidemment, on ne le dit pas, mais ça a été fait. Encore et toujours ce suceur de kippa de Cazeneuve dans le cou. Une coïncidence que l'on avait déjà relevée lors des attentats du 11 septembre 2001 à New York et Washington, de ceux du 11 mars 2004 à Madrid, ou encore de ceux du 7 juillet 2005 à Londres. Il ne faut pas oublier aussi que cela fut le même cas pour Charlie Hebdo. Cela fait 5 coïncidences similaires, et ce serait un scandale de nier que cela n'était pas programmé depuis le début. Ainsi, quand on fait déjà un premier scan des événements, c'est-à-dire juste une petite analyse globale, on se rend compte à quel point la thèse officielle des attentats vole en éclats, c'est d'en dessous. La pression simple et logique des faits. Et ces faits sont accablants, puisque tout cela démontre que les attentats de Paris ont bien été planifiés par les hauts services de l'État français.
Brahim Abdeslam, ici à droite, s'est fait exploser au café comptoir Voltaire, blessant grièvement la serveuse. Son jeune frère Salah, l'un des présumés terroristes de Paris, est toujours en fuite. Brahim Abdeslam, 31 ans, commando kamikaze impliqué dans les attentats du vendredi 13 novembre 2015, était propriétaire du café Les Béguines, situé dans une petite rue tranquille du quartier de Carovelde, à Molenbeek en Belgique. Ce bar faisait également office de coffee shop. Les autorités communales ont ordonné le 2 novembre la fermeture publique de l'établissement pour une durée de 5 mois, prenant cours le 5 novembre 2015 pour se terminer le 4 avril 2016. Ainsi, Brahim Abdeslam s'est fait exploser, seul, à 21h41 à la terrasse du bistrot Comptoir Voltaire, au 253 boulevard Voltaire, à 2 pas de la place de la Nation, vendredi soir, blessant grièvement une quinzaine de personnes. Selon le récit du responsable du café à l'Express, le terroriste s'est installé tranquillement dans le café. C'est lorsqu'il a passé la commande qu'il s'est fait sauter. La serveuse, Catherine, a été blessée à l'abdomen et au thorax. Hospitalisée, ses jours ne seraient plus en danger, selon ses collègues qui étaient sous le choc. Il avait loué une voiture Saxe noire, immatriculée en Belgique, et retrouvée à Montreuil, près de Paris, au lendemain des attaques. À son bord, 3 fusils d'assaut Kalachnikov, 11 chargeurs vides et 5 chargeurs pleins. Comme par hasard, les autorités avaient ordonné la fermeture de son bar quelques jours avant les attentats de Paris, que lui aurait-on promis en échange? C'est là où cela va devenir intéressant. En premier lieu, Brahim Abdeslam buvait de l'alcool et fumait du cannabis à outrance. C'était un délinquant de droit commun. Il n'avait pas le profil d'un fanatique religieux prêt à mourir en martyr. Quoique, 3 mois avant les attentats, il avait cessé tous ses excès contraires à sa religion de fanatique et avait intégré une discipline sportive telle que le sport de combat rapproché. Vous allez rigoler, ils ont commencé à prier depuis 3 mois, ils ont commencé à faire du sport depuis 3 mois. C'est-à-dire? Ça veut dire beaucoup de choses. Ouais. Ils sont entraînés depuis 3 mois, et ils prient depuis 3 mois, et ils arrêtent de fumer depuis 3 mois. Ça veut dire quoi ça pour vous? Ils s'y préparaient Ils s'y préparaient. Ils s'y préparaient à la guerre. C'est comme ça que les gens de Molenbeek font. J'en connais plusieurs, ils s'entraînent avant. Ils font des entraînements de full contact, des entraînements de Krav Maga. Ils veulent pas arriver dans un tas de guerre sans avoir des connaissances de combat. Mais voilà, sur Envoyé spécial, diffusant un complément d'enquête, un témoignage extraordinaire vient poser un énorme problème. Jeudi soir, je suis chez moi. J'attends une dispute, mais une dispute énorme, hein. Et je me penche par la fenêtre. Je vois les 2 frères qui sont là, qui se bagarrent entre eux. Pourquoi? La seule chose que j'ai compris, c'est moi j'irai pas si j'ai pas l'argent. Et l'autre lui dit non, tu vas y aller. Et il lui dit moi si j'ai pas de pognon, je bouge pas. Sans pognon, j'y vais pas. Et ça s'est passé jeudi soir. La conclusion est évidente et le témoignage est accablant, puisqu'il confirme que les 2 hommes, qui sont de vulgaires voyous, des jeunes désœuvrés ayant eu affaire avec la justice, à plusieurs reprises, étaient payés pour faire les attentats. Si l'on doit accréditer cette information, on devra en déduire que l'on a affaire à un mercenaire qui a accepté cette mission pour de l'argent. Or, s'il est question d'argent, c'est pour qu'il soit dépensé, ce qui signifie tout bêtement que le mercenaire pensait survivre à l'opération et pouvoir claquer le fric. Ce témoignage nous rappelle parfaitement et à l'identique les manipulations du FBI qui montaient des attaques de toutes pièces en poussant de jeunes Américains paumés, voire malades mentaux ou attardés, promettant des sommes d'argent importantes et fournissant armes et cibles à attaquer. Craig Monteith est un ancien informateur du FBI. Pendant 1 an, il a changé d'identité. Chaque matin, il devenait Farouk Aziz, son personnage de couverture. Musulman, Craig ne l'est pas. Comme beaucoup d'informateurs, c'est un ancien trafiquant de drogue. Pour éviter la prison, il renseigne le FBI dans les années 80. Il y a 7 ans, l'agence fédérale lui propose 9 000 € par mois pour infiltrer des mosquées. Mais si on revient à Brahim Abdeslam, selon les faits, il s'installe tranquillement à la terrasse d'un café et se fait sauter, sans crier Allahu Akbar, isolé des autres personnes,
sauf de la serveuse. Et, au final, ne tuant personne. Même pas la serveuse qui est à moins d'1 mètre de lui. Incroyable cette ceinture d'explosifs, n'est-ce pas? Ce n'est pas logique du tout, et vous le savez très bien. Un vrai kamikaze n'aurait jamais pris place à la terrasse d'un café pour passer une commande. Deuxièmement, il aurait revendiqué son acte. Troisièmement, il n'aurait jamais laissé une voiture remplie d'affaires personnelles, telles que des armes et de munitions prêtes à servir. Et quatrièmement, s'il avait porté une vraie ceinture d'explosifs, il y aurait eu des morts, car l'explosion aurait été bien plus puissante. Or, l'explosion a été vraiment peu puissante que prévu. La preuve, la serveuse à côté de lui n'est même pas morte, mais seulement blessée, et on veut nous faire croire qu'il est rentré pour se faire exploser avec une ceinture d'explosifs. Franchement, cela ne tient pas la route. S'il avait eu une vraie ceinture d'explosifs, il y aurait eu un tas de cadavres, et la serveuse à moins d'1 mètre de lui aurait volé en éclats. Preuve de fait, il n'a jamais voulu se faire sauter, car il devait attendre et aller chercher les autres en voiture après leur fusillade. Et ce connard a finalement joué le parfait lampiste, tel que nos services secrets adorés l'avaient voulu, comme pour Mohamed Merah. En réalité, ces bâtards, d'où ils pouvaient se trouver, ont déclenché simplement à distance des micro-explosifs qu'ils ont dissimulés dans son blouson ou dans la ceinture de son pantalon, assez puissants pour le tuer lui, uniquement, et blesser des gens aux alentours sans grande gravité. Tout cela dans le but de faire croire à un attentat suicide. Non seulement, il n'y eut aucun mort, sauf celui qui travaillait pour eux et dont il fallait se débarrasser, comme dans l'affaire Merah, mais cela passe pour un attentat suicide et provoque néanmoins l'effet désiré, et cet effet en question, c'est un peur terrible. D'une pierre deux coups, on fait naître une peur terroriste, en faisant 0 mort ou presque, mais à qui profite le crime? Personne n'a relevé l'incohérence de cet acte, car les morts du Bataclan aveuglent tout le monde. Et en ce qui concerne le Bataclan, il suffit de voir la précédente chronique, afin de constater que cette salle de spectacle, au vu des anciens propriétaires, n'a rien d'une salle neutre, voire au-dessus de tout soupçon. Il y a 3 kamikazes qui se sont fait exploser, il y a un mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont raté leur coup? À mon avis, je pense en tout cas que c'est des gens qui ont préparé leur coup d'une manière très méticuleuse. Et quand on sait comment ça fonctionne, on comprend. Ça veut dire qu'il y avait un plan A, rentrer dans le stade. Un plan B, s'ils ne peuvent pas rentrer dans le stade, il y avait un timing. Donc au moment où eux, ils devaient se faire exploser dans le stade, les autres allaient frapper à Paris et au Bataclan. Et pendant l'opération, ils ne peuvent pas s'appeler. Donc il y avait une heure précise pour que ça se fasse comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils savaient pertinemment que toutes les forces de l'ordre vont surveiller vers le stade. De surcroît, il y avait le président de la République. Et comme ça, les autres pourraient agir pendant plusieurs minutes sur Paris. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. En ce qui concerne ces 3 kamikazes, la question est, pourquoi se sont-ils fait sauter à ces endroits-là? Tout le monde s'interroge. Personne ne comprend. Enquêteurs et experts tentent de savoir pourquoi, alors qu'ils auraient pu provoquer un carnage et une panique mortelle, les 3 kamikazes du Stade de France se sont fait sauter vendredi 13 novembre dans des lieux isolés, ne tuant qu'une personne, et encore probablement par accident, là où ils auraient pu faire beaucoup plus de victimes. Rappelons ici la chronologie des faits. 21h20. Au niveau de la porte D, le premier djihadiste actionne le détonateur de sa ceinture explosive remplie de TRTP, explosif artisanal et de boulons. Un passant proche de lui est tué. 21h30. Nouvelle détonation. Seule victime, le djihadiste, dont le corps coupé en 2, gît sur le bitume. La vitrine du restaurant voisin est à peine fendue. 22h. Dans une rue voisine, une dernière explosion ne tue que le porteur de la ceinture piégée, dans l'entrée d'une impasse, comme s'il s'était isolé avant d'appuyer sur le bouton mortel. À la fin de la rencontre. S'ils avaient attendu le coup de sifflet final, quand des milliers de personnes se pressent vers le métro, ils auraient là aussi fait de terribles dégâts, d'autant que Paris aurait déjà été sous le coup des attaques contre les restaurants et le Bataclan. Ici, on peut lire. C'est incompréhensible, confie dimanche à l'AFP, sous le sceau de l'anonymat, une source policière.
Il est miraculeux qu'il y ait eu si peu de victimes. Concrètement, ce qu'ils ont fait, à part se suicider, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas la bonne heure. Si vous voulez faire un carnage, vous faites ça au moment de l'entrée ou de la sortie des spectateurs, ajoute le même policier. Autant ce qui s'est passé dans Paris intramuros a du sens, autant là, ce sont juste 10 mecs qui se sont suicidés. Dans le même temps, selon les sources officielles, on peut lire. Là, j'ai entendu la première déflagration, dans mon dos, devant la vitrine du restaurant. Mais la vitre n'a pas volé en éclats. Il y a eu de la fumée, et de la poudre blanche s'est répandue au sol. Sébastien, le serveur, a eu la main arrachée. J'ai vu un kamikaze au sol, mort. Il avait le bassin sectionné, il était coupé en deux. J'ai remarqué son front dégarni, et le rose de sa chair au niveau du tronc. Quand la police nous a autorisés à sortir, j'ai pris mon téléphone et j'ai enjambé des morceaux de chair pour photographier le kamikaze. Par terre, il y avait des boulons en acier, fixés avec du chatterton noir brillant et des bouts de tissu de couleur bordeaux. Il s'agissait sans doute d'une bombe artisanale. Je tombe sur un individu barbu, visage creusé transpirant. On voyait qu'il angoissait. Les mains étaient posées sur le lavabo, il fixait le miroir. Je me suis dit, il est bizarre ce mec. Vu le profil des loustiques, je les imagine bien se mettre une dernière cuite entre poteaux avant le début de leur mission suicide en se tapant l'épaule sur du lacryme. Le petit gars devait vomir son foie. Donc, résumons. On a des kamikazes qui semblent bien vouloir éviter la foule, ou, qui du moins, qui semblent avoir été assez cons pour s'isoler afin d'activer leur charge, d'où la question suivante, avaient-ils réellement le pouvoir de faire sauter leurs explosifs? Ou quelqu'un de moins barbare qu'eux l'aurait fait à leur place? Comme pour le troll-en-piste de Brahim Abdeslam, votre serviteur va maintenant résoudre en direct l'énigme. La clé de compréhension réside justement dans le cas Brahim Abdeslam, que personne n'a vu, à part certains, et que nous venons d'élucider. Le premier djihadiste se surprend lui-même à exploser, c'est pourquoi il y aura un mort. Car ce n'est pas lui qui déclenche le minuteur. Deuxièmement, les services secrets ne le préviennent pas, donc ces derniers ne pouvaient pas savoir qu'au moment même où ils actionnaient le minuteur, le djihadiste frôlait une personne. C'est pourquoi 10 minutes après, pour éviter un autre mort accidentel, ils arrivent à isoler l'autre djihadiste en le guidant, en lui parlant, lequel comme les deux autres, devait porter une oreillette. Et 30 minutes après, ils ont dû trouver un vice, raconter n'importe quoi, une histoire à dormir debout, au troisième kamikaze, afin que celui-ci s'isole dans une impasse, seul, pour qu'il le fasse sauter à son tour, sans faire de victime. Nos services secrets placés à distance voulaient tout simplement les faire sauter, et sans causer de victimes, voilà pourquoi personne ne comprend leurs actes. Si les terroristes avaient été de vrais kamikazes, ils auraient fait de nombreux morts. Car ils se seraient fait exploser au bon moment et avec bien plus d'explosifs. Ce qui prouve de manière absolue qu'ils étaient bien manipulés par nos services secrets français, c'est déjà le fait qu'ils aient explosé de manière isolée, sans faire de mal à personne, et que deuxièmement, leur ceinture d'explosifs était de qualité très faible. Et si les sous-mères de Mouton oseraient contredire encore une fois, trouverait-il normal de posséder des ceintures d'explosifs conçues pour tuer uniquement le porteur lui-même et non les civils? De plus, quand un kamikaze veut faire un gros coup, il n'utilise jamais une ceinture, mais un gilet d'explosifs bien plus puissant. La preuve irréfutable est le second djihadiste, dont le corps n'a même pas explosé, mais s'est seulement retrouvé coupé en deux. La vitre à proximité de lui se retrouve fendue, même pas brisée. Preuve que tout était calculé, pour faire le moins de victimes possible. Comme tous les attentats terroristes, qui sont tous et sans exception des attentats sous faux drapeau, les attentats de Paris rentrent dans le moule, et sans aucun problème. Et tous les autres attentats à venir le seront tout autant. Preuve que l'État français est bien derrière vouloir créer la terreur avec le moins de victimes possible pour faire passer le changement de constitution tant désiré. Avec toutes les incroyables coïncidences qui ont été énumérées, c'est tellement gros qu'il est à peine croyable que personne n'ait deviné la supercherie. C'est pourtant d'une simplicité déconcertante. Mais les moutons continueront à se conduire comme des lâches, de peur de perdre ce qu'ils possèdent. Ainsi, 3 apprentis kamikazes s'en servent munis de ceintures d'explosifs moyens faites pour tuer 1 ou 2 pigeons.
3 débiles avec des oreillettes, d'où ils recevaient leurs ordres, 3 abrutis munis de GPS incrustés dans leur ceinture d'explosifs, que l'on promène et confile, bref, voilà nos 3 marionnettes, avec lesquelles les services secrets français ont joué avec eux, aux jeux vidéo. Le djihad international est devenu la console de jeu des services secrets français. Soupçonné d'être l'un des 8 auteurs des attentats de Paris vendredi, Salah Abdeslam, frère de Brahim Abdeslam, le soi-disant kamikaze du boulevard Voltaire, pour une raison indéterminée, Salah Abdeslam n'a pas déclenché de ceinture explosive à l'inverse de son frère et des 6 kamikazes qui ont agi au Stade de France et au Bataclan. Les enquêteurs pensent que Salah et son frère Brahim ont pu former l'équipe qui a tiré à la Kalachnikov sur des terrasses et des restaurants, y semant la mort et se déplaçant en SAD. Salah Abdeslam a été exfiltré en Belgique par ses 2 amis Hamzatou et Mohamed Amri. Ils ont fait en voiture le trajet Molenbeek-Paris-Molenbeek, plus de 600 km et 6 heures de route dans la nuit du vendredi au samedi matin. Les enquêteurs ont trouvé du nitrate d'ammonium au domicile de ces 2 complices, ainsi que des munitions de calibre 5.56 et de 7.62, adaptées au Kalachnikov. Le nitrate d'ammonium est un composant utilisé pour la fabrication d'engrais, mais qui est hautement dangereux. C'est ce composant chimique qui avait entraîné l'explosion accidentelle de l'usine AZF de Toulouse en 2001, faisant 31 morts. Le commanditaire des attentats est l'ami d'enfance de Salah Abdeslam, le célèbre Abdelhamid Abaou, qui a pour nom de guerre Abou Omar. Ce dernier travaille pour le MNI, la sécurité intérieure de l'État islamique de Daesh. Le MNI est également chargé d'envoyer des espions et des kamikazes en Europe. Chaque espion touche 50 000 € par le MNI pour faire une attaque en Europe. C'est Abou Omar en personne qui gère les dossiers. Ainsi, il faut comprendre que Salah Abdeslam est protégé par les plus hautes autorités de Daesh. Mais lui et son frère Brahim, qui organisaient les attentats de Paris, ne devaient pas mourir, mais accompagner et gérer les martyrs. Ils se sont fait doubler par les services secrets français, de peur qu'ils ne parlent. Car il est au courant des accords secrets entre la France et Daesh. Et ma main au feu que c'était bien lui qui avait lancé à son frère qu'il ne ferait rien s'il n'avait pas eu l'argent. Pour Brahim, cela a fonctionné, mais Salah, lui, sentant le coup fourré, a changé de vêtements, s'est débarrassé du dispositif GPS, ainsi que de la ceinture explosive. Vous l'avez comment là? Colle-lui au cul! Et ensuite, il s'est enfui vers la Belgique, pour rejoindre plus tard la Syrie. Ah, le petit salaud. J'avais raison de me méfier, il va nous faire marron. Mais comme il est évident de savoir qu'il risque de le choper tôt ou tard, ils le buteront sans hésiter et on trouvera un prétexte de légitime défense afin de se justifier. Conclusion, tous ces faits démontrent sans équivoque que l'État français a tout coordonné avec les services secrets, manipulant des islamistes comme des marionnettes, et ce, dans leur propre intérêt, changer la Constitution pour imposer un patriot acte à la française, comme les Américains après les attentats du 11 septembre 2001. Ils se sont servis de Daesh et de ses agents
comme ils l'ont fait au début pour tenter de renverser Bachar al-Assad en Syrie. N'oublions pas que Daesh est une création artificielle. Ce n'est que l'instrument de la politique de plusieurs États et multinationales. D'où ces pseudo-terroristes d'Europe font partie de quelques fan clubs, si on peut dire, mais indirectement liés au groupe extrémiste du Proche-Orient. En Syrie, la présence d'officiers français encadrant des groupes armés extrémistes, lorsqu'ils perpétraient des crimes contre l'humanité, est largement attestée. N'oublions pas que votre France de démocratie a osé prôner une loi interdisant tout appel de boycott d'Israël. Et désormais, c'est l'état d'urgence qui a été décrété. Une forme insidieuse de régime totalitaire qui nous mènera progressivement à la dictature. Désormais, le ministère de l'Intérieur peut ordonner de fermer les sites qui dérangent, sans aucun recours à la justice, mais prétextant le mensonge de la lutte antiterrorisme.